Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Parole libre. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir un sociologue, Gilbert Berlioz, fondateur du cabinet de conseil, de recherche, d'évaluation des politiques sociales, qui est vraiment sa spécialité, également au sein du cabinet Berlioz. Une approche donc sociologique de processus, je le précise tout de suite, de socialisation des jeunes. Gilbert Berlioz, vous travaillez beaucoup auprès des jeunes et à leur sujet. Et vous réfléchissez aussi à l'articulation de politiques de prévention avec toutes les formes de politiques publiques. On va sans doute y revenir, insertion, délinquance, exclusion, bien sûr. Et je précise que vous avez produit de nombreux travaux depuis quelques années pour le Conseil national des villes, pour la direction de la cohésion sociale, pour la Fédération des acteurs de la solidarité et même les collectivités locales. Bien sûr, on va en citer des exemples. Et puis également que vous avez produit des études dans le cadre européen. L'occasion donc, à la lumière de cette expérience d'observateur des comportements plutôt, d'entrer avec vous et avec l'AFPOLS sur ces questions de délinquance, de sécurité, d'incivilité, on va les définir, qui concernent évidemment aussi les logements sociaux, mais pas seulement. Aujourd'hui, la tranquillité résidentielle, la sécurité, il faut bien le dire, sont devenus quand même des enjeux majeurs. Les bailleurs sociaux le savent. Et je crois qu'il n'est pas inutile de faire des précisions quand on parle d'insécurité. De quoi parle-t-on? On va aussi évoquer les outils utiles. Et auparavant, on a le sentiment de faire un peu un pas de côté. Ce n'est pas le quotidien du bailleur social, mais on va vite s'apercevoir que le lien peut être fait avec leurs préoccupations. Donc le logement social, un acteur comme les autres en matière d'insécurité, on a un peu le sentiment que le lien, enfin que l'image type au fond colle un peu au quartier et au quartier donc au HLM. Je ne sais pas si c'est un acteur comme les autres, mais comme les autres, c'est un acteur. C'est une question à laquelle il peut pas échapper. Moi, je ne suis pas un spécialiste du parc HLM, malheureusement, mais je connais bien le contexte dans lequel le logement social s'intègre. Les tensions sociales, les tensions territoriales et la question de la délinquance. Donc c'est un acteur qui, voilà, comme les autres, il a son rôle à jouer. Sur la question parc social, parc d'habitat social et délinquance, c'est vrai que ce sont des zones plus exposées, incontestablement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans le parc social, on a les populations les plus pauvres. Donc il y a une paupérisation de l'habitat. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais on voit bien, quand on regarde les chiffres, que dans les HLM, comme on dit, sont la part de la population la plus pauvre. Il y a des familles nombreuses, beaucoup d'enfants. Et donc tout ça sont des variables qui tractent mécaniquement de la délinquance. Ce n'est pas que les gens sont plus méchants qu'ailleurs, mais c'est que leur profil les prédispose plus facilement que d'autres à passer à l'acte de la délinquance. Et beaucoup d'enfants, Gilbert Berlioz, ça veut dire beaucoup de jeunes, évidemment. Évidemment. On parle des jeunes, quoi. Quand on parle de délinquance, on va le redéfinir. Sauf qu'il y a des jeunes entre l'adolescence et jusqu'à quel âge, vous diriez? Ah bah, alors on est jeunes. Non, je parle de ceux-là. Je parle de ceux-là, moi. Aujourd'hui, jusqu'à 25 ans. C'est ça. Les politiques publiques, elles considèrent comme jeunes jusqu'à 25 ans les politiques d'insertion. Et ensuite, après, j'aime bien, on parle de jeunes adultes pudiquement, parce qu'on n'arrive pas à leur offrir des statuts d'adultes, mais bon, c'est une autre question. Oui. Mais la relation parc social et délinquance, si vous regardez les journaux, si vous voulez illustrer la délinquance, vous mettez une photo de barre d'immeuble. Et tout le monde a compris. Ça colle à l'imaginaire collectif. Et jeunes aussi. Ouais. Et c'est vrai que la politique de la ville elle-même, elle a été fondée après les émeutes de jeunes dans le quartier des Minguettes à Lyon, il y a 40 ans. Et donc il y a une association qui s'est faite à ce moment-là, qui perdure. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a plus de jeunes, le passage à l'acte de délinquance, vous voyez, je fais un geste comme ça, il est en cloche. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne passe pas à l'acte de délinquant à 8 ans. Donc ça commence à l'adolescence. On parlait avant de délinquance juvénile. Ça monte jusqu'à 19 ans. Et ensuite, ça décroît. Parce que c'est moins intéressant de voler des scooters quand on a 25 ans que quand on en a 15. Je mets à part de faire du bruit ou de faire du bruit. Je mets à part le business autour de la drogue qui est un problème en soi. Et en progression. Voilà, et là aussi où les quartiers sont très exposés. Mais donc on a
ces passages en cloche. Donc plus il y a de jeunes, plus mécaniquement vous avez d'actes. Et quand on dit qu'il y a plus de délinquance, c'est qu'on compte des actes, et incontestablement, il y en a plus. Et les observatoires, je pense à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sortent des chiffres, enfin, où sur toutes les enquêtes auprès des habitants, les gens se plaignent de la délinquance, du bruit, de la qualité de l'habitat, dans des proportions 15-20% de plus que le reste de la population. Donc il faut regarder les choses en face. Ce sont des zones exposées. Alors, Gilbert Berlioz, peut-être que l'on pourrait, je sais que vous tenez beaucoup, et on peut le lire dans vos différents écrits, vous tenez beaucoup aux définitions, et c'est quand même un des problèmes auxquels vous êtes confrontés. On mélange un petit peu tout. On va définir la délinquance. Auparavant, peut-être ce sentiment d'insécurité dont vous dites que justement, ce n'est pas forcément un terme objectif, c'est plutôt une appréciation. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut recouvrir des événements qui peuvent donner ce sentiment d'insécurité. Oui, alors c'est un débat, alors, pour ne pas faire trop entre soi, mais d'abord, ce ne sont pas des synonymes. Délinquance, insécurité, incivilité, ce ne sont pas des synonymes. On les confond trop souvent, voilà, vous pensez ? Je pense qu'on grippe d'un niveau à l'autre, alors que ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes. La délinquance est une catégorie pénale. C'est ce que le code pénal interdit. Donc voilà, et donc quand on compte la délinquance, on compte d'ailleurs non pas les délinquants, mais les actes de délinquance. Là aussi, quand on dit que la délinquance augmente, il faut dire que ce sont les actes de délinquance qui augmentent. Un même délinquant peut commettre 50 actes, par exemple. Ça veut dire qu'il y a 50 délinquants. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 délinquants à chaque fois. Ouais, c'est important de le préciser, tout à fait. C'est ce genre de choses. Donc la délinquance, donc une catégorie, finalement, on peut discuter de la production de chiffres, etc. Mais ce n'est pas l'objet. C'est une catégorie assez solide, qui tient, quoi. Parce qu'elle dépend du code pénal. Et d'ailleurs, si vous changez le code pénal, vous changez les catégories de délinquance. Par exemple, on a une grosse question devant nous, qui est la question de la légalisation du hashish. Le jour où le hashish est légalisé, ce ne sera plus une délinquance. Aujourd'hui, c'est compté. Donc vous voyez, c'est une catégorie plus solide, mais qui est elle-même relative à des textes. Ça, c'est une chose. Et moi, j'ai beaucoup travaillé, et c'est une grande question avec les élus locaux. Vous pouvez faire baisser la délinquance sans faire baisser l'insécurité. Et alors ça, c'est contre-intuitif, parce que ce n'est pas forcément lié. L'insécurité, c'est une catégorie que j'appelle sociologique, parce qu'il faut bien mettre des noms, mais c'est un rapport, l'insécurité. C'est un rapport à une menace ou à un risque. Prenez des exemples concrets. Par exemple, on va prendre tous les deux le métro, à situation égale, je vais me sentir insécure et pas vous. Quelqu'un qui braille, c'est un ressenti, c'est un rapport. Et donc, si vous voulez, c'est par rapport au sentiment de vulnérabilité qu'on a vis-à-vis de soi et de l'exposition. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, pour faire baisser l'insécurité, il y a ces éléments-là. Et donc, souvent, dans les politiques de prévention de la délinquance ou de lutte contre l'insécurité, on voit bien qu'on a fait baisser la délinquance, mais que le sentiment d'insécurité continue, parce que la peur, par exemple, est extrêmement motrice dans le sentiment d'insécurité. Et vous voyez bien que la peur, c'est très subjectif. Et donc, voilà, on a une société aujourd'hui globalement insécure, alors qu'elle n'est pas exposée partout de la même manière à la délinquance. Bien sûr. L'insécurité est aussi liée au sentiment de relégation. Vous parliez de populations plus pauvres et qui ont tendance à s'appauvrir. On le sait, dans le logement social, c'est encore une part oui, parce que quand vous vivez comme étant relégué, on pourra aussi développer, mais vous vous dites, s'il m'arrive quelque chose, personne ne va venir. Vous voyez, donc ça renforce ce sentiment-là. Et donc, il faut comprendre ça. Un des endroits, voilà, on voit bien que les endroits les plus insécures, sont pas, là où les gens ont le plus peur, ne sont pas forcément là où il y a plus de délinquance. Et pour illustrer aussi, par exemple, vous avez un groupe de jeunes dans le logement social, c'est très fréquent, qui va faire du bruit jusqu'à 2 h du matin, qui va écouter de la musique, etc., qui va chahuter, voire se battre. Sur le plan de la délinquance, c'est pas grave, c'est pas des actes de délinquance très graves. Ça fait peur à tout le monde. Vous avez quelqu'un qui je sais pas moi, poignarde son conjoint dans le même immeuble. Les gens disent, ça les regarde. Ça n'insécurise pas le voisinage. Et on voit bien, alors que pénalement, c'est très grave. Ouais. Et on voit bien que c'est deux logiques qui sont différentes. C'est pour ça que j'insiste un peu, ce n'est pas pour faire de l'esthétique, mais c'est que si on veut travailler et si on veut évaluer, il faut distinguer
et la troisième catégorie qui sont les incivilités, puisque l'Observatoire des HLM parle d'incivilité. C'est encore une autre catégorie qui est bien aussi floue que l'insécurité. On dit que c'est l'ensemble des choses qui affectent la vie ensemble. Mais voyons, qu'est-ce qu'on compte comme incivilité, par exemple? Pareil, le bruit, je pense, une question qu'on voit souvent dans le logement social, les chiens qui aboient. Les gens, quand un chien, ils partent travailler ou à leur activité, le chien aboie toute la journée, voire tout le week-end. Bon, sur le plan de la délinquance, il n'y a pas de quoi, vous voyez, mettre en prison les gens pendant des mois. Sur le plan de la gêne, c'est extrêmement fort, surtout si ça se répète. Donc, vous voyez, et d'autres personnes vont dire, mais ce chien, finalement, il aboie, et les chiens, ça a toujours aboyé. Donc, on voit bien que les incivilités, ça aussi, c'est une notion qui demande à chaque fois à être précisée. Et je me méfie un peu des observatoires des incivilités parce que je ne sais pas exactement ce qu'on met dedans. Alors, si on parle de... J'aimerais qu'on reste encore sur ces définitions. Oui. Vous avez énormément travaillé dessus et vous insistez sur leur importance, hein, pas tout mélanger. La prévention, là aussi, vous en distinguez. Oui. Il n'y a pas une prévention, même si c'est un mot très courant aujourd'hui dans le vocabulaire, y compris des politiques publiques. Voilà, moi, ça fait juste 30 ans que je travaille là-dessus, donc je commence à être un peu... Vous en voyez au moins 4, si ce n'est plus. Oui, c'est ça. Non, mais ça, quand on dit la prévention de la délinquance, il me semble qu'il y a des préventions de la délinquance, de la même manière qu'il y a des délinquances d'ailleurs. Mais empiriquement, je trouve qu'il y a au moins 3, voire 4 niveaux de prévention. Il y a ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle, je ne suis pas le seul, la prévention sociale, c'est-à-dire qui travaille sur la qualité de vie dans un milieu. Dans un parc de logement, fête de voisins, qualité du mobilier, tout ce qui augmente la qualité de la vie, réduit les différentiels, l'insonorisation, etc. Donc pour moi, ça c'est la prévention sociale. Après, il y a un deuxième niveau qui est la prévention éducative. La prévention éducative, ça cible des gens, un groupe de jeunes, telle famille, et il faut avoir une action qui infléchisse la trajectoire de cette famille, qui ne doit pas faire après la même chose que s'il n'y avait pas une intervention. Reloger une famille qui est surpeuplée, s'occuper d'un jeune homme qui fait trop parler de lui. Ça, c'est de la prévention éducative. Prévention situationnelle, c'est organisé pour éviter que les événements aient lieu. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes niveaux d'enjeu. Et moi qui fais de l'évaluation, je n'évalue pas de la même manière. C'est anticiper c'est faire en sorte, le geste par exemple, qu'il ne faut pas accepter. Éclairer l'endroit où on va retirer de l'argent, faire en sorte que les vitres cassent moins facilement qu'auparavant. Donc ça, c'est de la prévention situationnelle. C'est-à-dire que vous faites en sorte que vous évitez un dommage. Et ça peut être mécanique. Alors, et là, par exemple, je range là-dedans, alors bon, ce n'est pas des catégories, vous voyez bien, déposées au pavillon de Sèvres, hein, mais je range là-dedans, par exemple, on le voit bien, la sécurité privée, par exemple, dans les grands magasins, ou le jour de la fête de musique, vous allez avoir de la sécurité privée qui est là, enfin, vous voyez, pour éviter des bagarres, pour moi, c'est de la prévention situationnelle. Ça ne change pas la trajectoire des gens qui passeraient à l'acte, ça n'améliore pas forcément la qualité de vie dans le quartier, mais ça évite qu'un événement ait lieu. Et puis, il y a la prévention de la récidive, qui est une quatrième catégorie, un peu plus spécifique, mais qui, pour ceux qui ont déjà passé à l'acte, en effet, on appelle ça aussi la désistance pour les délinquants. On oublie qu'il y a des délinquants qui abandonnent la délinquance, et beaucoup plus que ceux qui continuent. Et là, bon, on a des outils de prévention de la récidive qui ne marchent pas si mal, d'ailleurs. Alors, Gilbert Berlioz, justement, sur ces 4 types de prévention, et je pense peut-être davantage aux 2 premiers, encore que, la prévention sociale, la prévention éducative. Est-ce qu'on attend le bailleur social dans ce registre-là? Puisqu'évidemment, on pense aux éducateurs de rue, aux travailleurs sociaux. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, du côté du logement? Alors, moi, je pense d'une part, déjà, les bailleurs sociaux, de ce que j'en vois, parce que moi, je les rencontre sur ces questions par les travaux qu'on fait pour les collectivités locales. Et en général, le bailleur fait partie du... Bien sûr, oui, il en existe déjà, bien sûr, beaucoup d'expérience. Ils sont là, mais donc, voilà, il s'agit pas... ils font déjà des choses. Je pense qu'ils peuvent faire plus, ils peuvent faire mieux, bien sûr. Et donc, sur un bailleur, qu'est-ce qu'il peut faire? Sur le plan, si je reprends mes catégories, améliorer la qualité de vie dans son parc, il le fait déjà pas mal, il pourrait le faire plus. À mon avis, avec un œil, justement, toute la question, à mon avis, des bailleurs, mais exactement comme des transporteurs, voire même de l'éducation nationale, c'est de se dire, est-ce que la question de la sécurité, c'est ma question, ou est-ce que c'est la question de la police? Donc, vous voyez, est-ce que je sors de mon périmètre, comme on dit aujourd'hui,
Et moi, je crois que non, on ne sort pas de son périmètre, on le réinterprète différemment. Et quand on a dans un parc HLM une population qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont plus pauvres, vous avez des familles monoparentales qui sont un quart des familles monoparentales est dans le logement social. C'est le refuge des familles monoparentales. Les familles monoparentales ont beaucoup d'enfants qui sont pauvres. Un tiers des enfants mineurs en France sont dans des familles monoparentales. Un enfant mineur sur 3 est dans une famille monoparentale. Vous voyez, c'est quand même énorme. Donc, ce qui veut dire, et quand vous les concentrez dans le logement social, ça veut dire que c'est une population qui change. Et on ne peut pas faire du logement social avec une population comme ça, à mes yeux. De la même manière qu'on faisait du logement social il y a 30 ou 40 ans, dans une mobilité résidentielle où les gens changeaient. Donc, je pense que les bailleurs peuvent sortir, enfin, doivent inévitablement, pourraient, devraient, enfin, je ne sais pas comment dire, parce que je ne veux pas donner des leçons, ce n'est pas du tout l'enjeu, mais à mon avis, renforcer leur action. Je crois que c'est leur métier. Il n'y a pas le métier, il n'y a pas le métier plus ça. Ça fait partie du métier d'être sur ces questions. Et donc je pense que sur la prévention éducative aussi, mais je sais, j'ai de multiples exemples, que les bailleurs sociaux sont des grands pourvoyeurs de chantiers éducatifs pour les jeunes qui justement ciblent des publics. Soutiennent des associations, offrent des... proposent des locaux, ce genre voilà, offrent des tiges, des travaux d'intérêt généraux. Pour moi, ça rentre dans le champ de la prévention éducative. Donc, ils sont déjà acteurs. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Sur les chantiers éducatifs, c'est les bailleurs sociaux qui sont quand même les grands pourvoyeurs. Vous voyez, les chantiers éducatifs, c'est le chantier que l'éducateur ou l'animateur de quartier fait avec un groupe de jeunes pour leur permettre de construire un projet. Et les bailleurs sociaux sont des financeurs. Mais je trouve, voilà, ils sont financeurs. Moi, je pense qu'ils pourraient aller plus loin. Et à mon avis, ils financent aussi des postes de médiation sociale, correspondants de nuit. Je crois qu'ils pourraient aller plus loin. Et à mon avis, on va vers ça. Enfin, je crois que sur 30% du parc locatif est en QPV, en quartier prioritaire politique de la ville. Donc, c'est les quartiers les plus pauvres, enfin, ces profils-là. Ce qui veut d'ailleurs dire que 70% du parc est en dehors des QPV. Je le dis aussi pour la clarté du propos. C'est-à-dire que les logements sociaux, ce n'est pas que du quartier prioritaire. Malheureusement, je les connais moins, les autres. Autre point important, et puis alors, tenez, en termes de prévention, c'est moins peut-être notre sujet ce soir, encore que il y a de nouvelles formes, prévention de la radicalisation par exemple, oui. C'est plus récent. L'État a vraiment souhaité associer les collectivités locales à cette priorité, hein, c'est devenu une priorité nationale suite aux événements que l'on sait. Et là aussi, vous pensez que le bailleur est peut-être concerné? Ça rejoint les autres thèmes. Oui, ça rejoint les autres thèmes, oui. Exactement pour les mêmes raisons. Mais enfin, sur cette... Moi, je dois vous dire... C'est une question très sensible dans certains... C'est une question très sensible, donc quartiers, on a toutes les chances de dire des bêtises et de se faire engueuler dès qu'on en parle. Mais je ne vais pas résister à la tentation. Je ne comprends pas pourquoi la prévention de la radicalisation est accrochée à la prévention de la délinquance, personnellement. Je trouve que c'est une interprétation de la radicalisation qui ne me semble pas évidente. Enfin, je comprends, à confusion. Oui, je trouve, et que d'ailleurs, les publics, ça renforce le sentiment de discrimination, par exemple, des populations. Oui. Vous voyez, de dire, mais parce que, voilà, radicalisation égale délinquance, oui, jeune égale délinquance égale radicalisation. Quand même, on passe un peu vite de l'un à l'autre. Donc là, c'est une question, bon, on va peut-être la laisser de côté, mais je crois que le logement social est trop concerné aujourd'hui par les questions sociales pour ne pas développer mais pas seul, hein, évidemment, c'est pas à lui de monter des équipes d'éducateurs de rue, des centres sociaux, mais à mon avis, il doit être contributeur, il l'est déjà, mais je pense qu'il pourrait l'être beaucoup plus, quoi. On laisse de côté d'autres définitions hein, sur lesquelles vous vous êtes penché, la sûreté publique, là sont les mesures en fait qui protègent l'individu, la sécurité et même le banditisme, hein, mais là encore, mais là aussi, vous voyez, porosité entre exemple, les violences. Oui, mais je trouve qu'assez souvent, par exemple, on va parler, vous avez des événements, on va parler de délinquance, alors que c'est du banditisme. Je pense que, par exemple, les règlements de compte à Marseille, c'est pas de la délinquance, c'est du banditisme. Quand on se tire dessus à coups de fusil d'assaut à 3 h du matin pour des questions de trafic de drogue, pour moi, c'est du banditisme. Enfin, pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, vous voyez, alors qu'il me semble
que, par exemple, le parc de logement social, sur le banditisme comme d'autres, il a peu de choses à proposer. En revanche, sur la délinquance quotidienne, sur les passages à l'acte de jeunes, sur le fait que on a une question d'encadrement de la jeunesse. Et là, le parc social peut être concerné parce qu'il a intérêt, tout simplement, à ce que ça se passe bien. Oui, vous avez fait un peu sensation avec un de vos articles. La délinquance n'existe pas. C'était un titre bien provocateur. Oui, c'était fait pour. Oui, je disais que la délinquance n'existait pas parce que je me rebelle, parce que quand on a des chiffres, la délinquance augmente ou baisse. Alors, on l'a moins, on l'a moins eu, et puis aujourd'hui, on l'a à nouveau. Ça ne veut rien dire parce que ça dépend. Ça n'est pas ce que vous observez comme sociologue? Non, mais regardez, c'est comme si on dit l'année dernière, la maladie a baissé. Quelle maladie? Le Covid, les gastro-entérites, les cancers, vous voyez, et donc il en va de la délinquance de la même manière. C'est pas pareil de dire ce qui a décru, c'est par exemple les agressions, c'est pas le trafic de drogue. Donc vous voyez, la délinquance, c'est une catégorie qui est beaucoup trop générique. Il faut rentrer dans le détail. Et moi, à mon avis, un travail technique, par exemple, du parc locatif, ce serait de dire, voilà moi ce qui me concerne là-dedans, voilà ce sur quoi je pourrais travailler. Et pas tirer cette corde de problèmes mélangés dans lesquels on n'y comprend plus rien et qui finalement nous démobilisent, quoi. Donc lutte contre la délinquance, c'est un enjeu bien distinct, on l'a dit, de la lutte contre l'insécurité. C'est vrai que c'est intéressant l'exemple que vous donnez entre un crime de sang qui finalement fera moins d'effet, bien que ce soit pénalement évidemment bien plus important. Et petits actes de jeunes indélicats ou bruyants, ou provocateurs, enfin comme on les observe couramment. On le disait sur le plan historique, les années 80, vous dites c'est un tournant que vous... Oui, ça c'est net, parce que la place de la jeunesse dans la société française a changé. Et on a un effet de ciseau. Donc les quartiers avec les émeutes des Minguettes, la politique de la ville apparaît après les émeutes des Minguettes. C'est parti de là pour vous? En tout cas, ça a été c'est un Big Bang. Enfin, c'est un peu comme mai 68 dans un autre domaine. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui se déclenchent en juillet 81. Donc c'est daté au carbone 14, si vous voulez. On sait que ça part là. Et donc, en effet, ça change deux choses. Ça change la place des jeunes dans la société, où les jeunes sont perçus comme une menace très nettement à l'ordre social. Et on a des politiques qui deviennent des politiques défensives contre la jeunesse. Et on est encore complètement là-dedans. Et les quartiers d'habitat sociaux deviennent des ghettos. Et je me rappelle des débats, moi je suis rentré dans la vie professionnelle à ce moment-là. Est-ce qu'on a des ghettos à l'américaine? Est-ce que nos quartiers sont des ghettos? C'en est pas, etc. 40 ans après, franchement, ça s'est ghettoisé quand même. Et ceux qui sont dans les quartiers sont en général des gens qui n'ont pas eu le choix d'y aller. Donc sinon... Encore une fois, ce n'est pas dans tous les quartiers de logement social. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même de cette période aussi que vous faites démarrer, enfin qu'on a pu observer, par exemple, les incendies rituels de voitures chaque année, ou bien je ne sais pas, les attaques contre des contrôleurs de transport, ou bien. Et là, vous, le sociologue, vous donnez une dimension un peu identitaire dans ces comportements. Oui, parce que ce qui nous intéresse, là aussi, c'est que ça ne se travaille pas de la même manière, parce que ce n'est pas le même type de passage à l'acte. Tous les ans, donc c'est Strasbourg qui a le fanion sur les voitures brûlées le 31 décembre. Ça fait maintenant 25 ans que ça dure. Chaque année. Et si vous voulez, c'est typiquement de la délinquance, c'est des voitures qui brûlent, il y a des gens qui... Mais personne ne s'enrichit. On pourrait comprendre que les voitures soient volées, par exemple. Vous voyez, la délinquance. Donc, on n'est pas dans une délinquance qu'on appelle... C'est des comportements d'une communauté contre elle-même, finalement. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce que le sociologue Hugues Lagrange, après d'autres, appelait la délinquance d'expression. J'aime bien ça. Enfin, j'aime bien cette expression, justement. Parce qu'on voit bien, quand il y a une bagarre avec un contrôleur de transport, quand il y a une altercation au guichet des HLM, je regardais que 30% des incivilités dans le parc HLM, d'après l'Observatoire, se passent dans les bureaux. Donc, vous voyez, ce n'est pas dans l'espace public. Donc, on voit bien que personne ne s'enrichit. Ce n'est pas la délinquance où on se fait voler ses bijoux, parce que ça, on sait mieux sécuriser. Mais la délinquance d'expression, ça a à voir avec la socialisation, avec l'éducation, avec les régulations sociales.
Et ça, on a beaucoup plus de mal. Si vous avez peur de vous faire voler, vous mettez une serrure 5 points, vous mettez, ce sera plus difficile pour le voleur de rentrer. Si on a peur de se faire agresser dans le bus par quelqu'un qui est pris de boisson, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, cette dimension identitaire, je voulais dire, c'est revendiqué de Pas type forcément, de parce que... avec des codes, avec un langage, avec... Non, mais c'est aussi une culture, si vous voulez. On voit monter quand même, d'un côté, une sensibilité à la violence. Le fait que tout un chacun, dès que, je sais pas, un niveau de voix monte dans un transport, vous voyez, on a ce mouvement comme une menace. Et alors ça dépend des communautés, ça dépend des moments. On a une sensibilité à la violence qui est plus grande. Et on a aujourd'hui des personnes qui passent à l'acte beaucoup plus facilement parce que les jeunes, je dis souvent, ils sont un peu à l'état gazeux. La consommation de stupéfiants désinhibe aussi. Et donc vous avez des comportements qui sont quand même qu'on sait difficilement qualifier. Et ça, c'est pas la police qui peut. Il faut pas envoyer la cavalerie sur ce genre de problème. On a plus besoin de projets éducatifs, de projets sociaux. Il faut socialiser ces pulsions. Il faut pas les interdire. Enfin, à mon avis. Et là, on revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Cette a priori, et peut-être que beaucoup de bailleurs ont encore envie d'en parler ainsi, la sécurité à la police, la tranquillité résidentielle pour le bailleur, vous pensez qu'on ne devrait pas faire cette opposition de même que vous observez quand même une tendance à une sorte de durcissement aussi, hein, à la place de la dissuasion apparaît peut-être un peu plus la répression. Il me semble, et je le regrette. Je reporte vos travaux là. Non, question. Merci. Il me semble qu'on vit une époque où, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, on est mieux guérir que prévenir. Vous voyez, voilà, le tropisme va vers ça. Et, quoi qu'on en dise. Et donc, par exemple, vous dites, moi je pense que la sécurité reste une affaire importante, c'est les forces de l'ordre qui sont en premier rideau sur ces questions-là, mais la question de la sécurité est beaucoup trop importante pour ne la laisser qu'aux mains de la police. La tranquillité résidentielle, même développement, et la troisième catégorie, c'est la prévention. C'est-à-dire que la prévention, c'est pas le métier de quelqu'un en particulier, c'est le métier de tout le monde. Enfin, si on veut éviter de guérir. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a un repli aujourd'hui. Vous voyez, on met des serrures, on met de la visio, on met de la vidéo, pardon. Demain, on mettra des drones. On mettra. Donc, vous voyez, on mécanise d'une certaine manière le panoptique de surveillance. Mais on est finalement, je trouve, assez peu créatif et assez peu ambitieux en matière de prévention, d'anticipation. On croit plus à la dissuasion, en effet, que la prévention, alors que la prévention est un champ qu'on peut maîtriser, qui porte ses fruits, qu'on peut même évaluer. Oui, une réponse très sécuritaire et même une prévention éducative, je vous lis, qu'on ringardise un petit peu finalement, qu'on trouve un peu molle. Voilà, exactement. L'idée, vous voyez, ce discours ambiant de la délinquance est de plus en plus dure, donc dès qu'il y a un événement, évidemment, je pense les rixes entre jeunes, par exemple, vous voyez, avec des jeunes qui sont tués par d'autres, on a pas mal travaillé là-dessus, donc c'est des événements dramatiques, ils sont montés en épingle, donc on a ça, donc une espèce de durcissement des comportements. Et puis c'est vrai que si vous arrivez en face en disant moi je mets des animateurs de quartier, ça fait un peu mou du genou, si je peux me permettre. Et moi je trouve pas. En termes d'efficacité, je pense que des animateurs de quartier sont beaucoup plus efficaces en termes d'encadrement de la jeunesse, de repères social et éducatifs que par exemple la police, parce que simplement c'est pas leur place. J'impute pas de responsabilité aux gens, mais voilà, là c'est un peu la confusion. Et le champ de la prévention, je pense, je peux le prouver, est quand même un peu délaissé au profit où chacun se remet sur ses fondamentaux. Donc l'école dit, moi je m'occupe des problèmes à l'école, le bailleur, je m'occupe des problèmes dans le logement, le transporteur, je m'occupe des problèmes dans le transport. C'est pas comme ça qu'on fait de la sécurité dans une société. Oui, mais avec aussi une dégradation des relations quand même entre la police et les habitants. Oui, enfin, on ne revient pas sur des aspects très politiques, mais on voit bien ce que c'est, police de proximité. Oui, on a ce bruit de fond. Oui. On a ce bruit de fond, si vous voulez, d'une police
qui est aujourd'hui une police, vous voyez, voilà, le rapport de la défenseur des droits l'a dit, une police d'escalade, alors qu'on a des théories, enfin pas des théories, mais des doctrines policières, je pense en Allemagne, qui sont les doctrines de la désescalade. Et nous, on est en France dans une séquence, tout le monde le constate, hein, je ne porte pas de jugement aussi, on est dans une doctrine d'escalade. Enfin, on essaye qu'est-ce qui fait... Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'au fond, ce qu'on appelle les politiques publiques sont décidées par le haut, hein, c'est la politique de la ville, mais elle vient évidemment d'une tendance d'un gouvernement, alors que l'autre politique, celle de la prévention éducative dont vous parlez, serait plutôt des initiatives venues du bas, par les éducateurs, mais donc des acteurs du logement, des acteurs de la citoyenneté, des associations. Oui, et ça, il y a une confrontation entre les deux, le lien ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait, mais pas aussi de... Je ne sais pas, vous voyez par exemple... le plan pauvreté. Il y a eu un plan pauvreté en France il y a quelques années, qui d'ailleurs, assez intelligemment, je trouve, dans le plan pauvreté, il y avait la création de postes d'éducateurs de prévention. Vous voyez, donc on pourrait avoir le même raisonnement sur le logement social, par exemple. On dit, on améliore, pourquoi on ne met pas... Voilà, les éducateurs ne sont pas l'alpha et l'oméga de toutes les réponses, mais disons des personnes adultes de confiance, formées, etc. Mais bon, on a créé 3000 postes sur France entière. Donc, si vous voulez, ça se fait, mais à mon avis, à petit filet, au goutte à goutte, alors que les problèmes sur le terrain coulent à gros goulot. Donc, on a une différence. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une séquence aussi politique où des politiques publiques se recentralisent, l'État jupitérien. On a des responsabilités locales. La prévention de la délinquance, c'est un champ absolument, c'est le maire qui est tête de file, c'est des politiques contractuelles. Donc vous voyez, ça tire un peu à U et à Dia. Bon, c'est pas leur défaut principal, mais on n'y voit pas si clair que ça, quoi. Et chacun attend l'autre, hein. Le préfet dit au maire, qu'est-ce que vous faites? Le maire dit, mais alors que fait le bailleur? Parce qu'il faut se rendre compte que dans certaines villes, je pense, bon, je vais prendre des exemples, je ne vais pas stigmatiser, parce que les villes, vous nous citez, nous, mais il y a des villes où la moitié de la ville est en QPV, par exemple, en quartier prioritaire politique de la ville. Donc, si vous voulez, c'est quand même des enjeux particuliers, quoi. Venons-en peut-être aux outils que vous préconisez, et peut-être en nous appuyant sur, je ne sais pas si vous l'appelleriez un modèle, mais enfin vous le mentionnez, ce qui s'est passé dans les transports publics, où on le sait, il y a eu beaucoup pour le coup, de gestes d'incivilité et de délinquance. Hein. Et il y en a encore. Il y en a encore, plus que de ne pas payer son ticket, hein, ça va plus loin. Et vous dites que quand même, il y a eu une réaction assez intéressante de la part des transporteurs. Oui, il se trouve qu'à un moment, j'avais travaillé avec les transporteurs. Qui pourrait se comparer avec une action... C'était une question d'un secteur qui se posait la question jusqu'où aller, où mettre le curseur en matière de... Jusqu'où nous sommes concernés, au fond. Voilà. Oui. Donc, est-ce que c'est à la police de venir dans les transports ou est-ce que... Et donc, les transporteurs ont eu toute une réflexion sur la manière d'accueillir le public, la manière de le faire circuler dans le bus, la formation des conducteurs, la vidéo qui est venue aussi... prêter main forte. Oui, enfin, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, c'est vrai qu'on a vu des contrats locaux de sécurité spécifiques au transport, assez efficaces. C'est aussi un point très sensible de la société. Finalement, le transport aujourd'hui étant le seul lieu où vous avez des chances ou des risques, selon comme vous le prendrez, d'être assis à côté de quelqu'un que vous ne fréquentez nullement dans aucune sphère, ni dans le restaurant, ni au cinéma, ni parce qu'on ne va pas aux mêmes endroits. Et donc, on voit bien que ça frotte. Et donc, moi, je pense que pour les bailleurs, c'est un peu la même chose. Mais ils ont commencé à faire le travail. La médiation sociale se développe beaucoup dans le... Pour moi, ça, c'est des outils de prévention, par exemple. Ouais. Ce que font les gardiens, vous connaissez un petit peu leur travail et leurs nouvelles attributions, oui. Le fait qu'il y ait des gardiens qui soient assermentés, ça, ce sont des outils. Alors moi, je pense que c'est des bonnes choses. C'est bien que ça se fasse. À mon avis, il ne faut pas trop non plus s'appuyer, pas les hommes providentiels, hein, ça ne va pas être le shérif du western des années 60 où le gardien va arriver. Si on expose des gens, ils feront pas on ne peut pas non plus leur demander de résoudre les problèmes que la société n'arrive pas à faire. Mais je pense que c'est un peu dans ce que le gardien va prendre. Enfin, il faut qu'il y ait un maître des lieux.
dans les espaces, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un maître des lieux. Et un des problèmes du logement social, c'est de référent, enfin de... Oui, c'est qu'une autorité ait la légitimité pour dire ça se fait, ça ne se fait pas. Et à mon avis, le gardien assermenté, il est au service d'un maître des lieux, ou le fait qu'il soit là légitime le fait qu'il y ait un maître des lieux qui, en gros, donne les règles d'usage. De la même manière que dans l'espace public, c'est la loi, mais dans le parc social, c'est souvent ça. Mais qui tu es pour me dire que je peux pas être là avec mon chien à 2 h du matin? Donc vous voyez, il faut qu'il y ait... Et donc il faut qu'on réinvente des fonctions, qu'on les outille, qu'on les sécurise. Parce que ce que je crains sur les gardiens assermentés, c'est qu'on les mette aux avant-postes, et puis qu'on les laisse un peu, voilà. Ouais. Ça marchera si derrière il y a un dispositif. Je ne crois pas, j'ai trop d'expérience aujourd'hui, non pour croire aux hommes providentiels, aux femmes présidentielles. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Même c'est pas une question de courage. C'est pas une question, vous voyez, de courage face à... non, c'est une question d'organisation, de clarté des missions, de passage de relais. Mais bon, on voit que ça s'est monté, c'est pas mal, dans ce qui s'est fait. Bon, j'ai repéré plusieurs choses sur ce plan-là. Dans le parc, je regardais, j'ai interrogé depuis que je savais que je venais ici les gens que je rencontrais. Donc il y a quand même un observatoire des incivilités. Donc qui est quand même bien. Avec les petites réserves que vous faites sur ce terme méthodologique, mais si vous voulez, dans mon métier, on a toujours des réserves méthodologiques. Donc c'est pas une critique, c'est absolument, dès que quelqu'un compte, on lui demande comment il a compté, qu'est-ce qu'il n'a pas compté. Donc je vais me focaliser plutôt sur le fait que ça existe. Et le fait que ça existe montre qu'il y a une préoccupation, et ça nous donne quand même des tendances. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a des référents sécurité dans les parcs. Donc voilà, je trouve. Alors, puisque je suis là, à mon idée, il s'appellerait référent prévention sécurité. Je trouve que ça couvrirait plus le spectre. C'est un conseil. Et les référents sécurité, il n'y en a pas partout. Et souvent, ils sont sur la feuille de match, comme je dis, mais pas. Donc, ils sont à tiers-temps ou à quart de temps. Et référent sécurité, si vous n'avez pas un temps minimum, pour faire du partenariat, pour faire du réseau local, il faut du temps. C'est une culture, c'est du temps, il faut assister. Donc ils font ça. Donc il faut libérer du temps pour ça. Enfin, oui, c'est une vraie mission. D'en tenir compte. C'est pas une mission périphérique. On ne va pas demander à tel responsable, tiens, tu vas nous prendre, tu vas être le référent sécurité. Tu vas faire ça en plus. Tu vas aller à la réunion à la mairie une fois par trimestre, et puis on met le tampon. Bon, ça c'est sur le plan institutionnel, mais sur le plan opérationnel, il en faut plus quand même. Donc il faut former des gens. Il faut les entourer. Et puis, si je termine, ce que j'ai regardé, le parc de logement social a quand même, c'est beaucoup équipé en vidéosurveillance. Donc ça aussi, c'est des outils. On en pense qu'on en veut, mais c'est quand même des outils qui sont là. Il y a des conventions bailleurs, police, justice. Donc il y a tout un outillage quand même qui est là. Je trouve institutionnel. Moi, à mon avis, ce qui pourrait être augmenté, c'est la présence humaine, vraiment, qualifiée, et pas de la présence humaine, je ne sais pas comment dire, d'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, les médiateurs, c'est essentiellement des gens sans qualification. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est des métiers, ça demande quand même de la qualification. Dans le travail avec les publics, par exemple, les relations sont assez difficiles avec la police et la justice, qui est un peu rétive à échanger avec des gens sans qualification, vous voyez, qui ne sont pas cadrés par de la profession, par des codes professionnels. Donc, plus de présence humaine qualifiée, pas simplement des têtes de pipe, si j'ose dire, mais des gens qui ont des compétences, du travail en réseau local, parce qu'on ne va pas tout seul sur ces questions-là, et faire du travail en réseau, donc tout le monde est d'accord, hein, ça prend du temps. Et si ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et à mon avis, voilà, c'est un investissement. Et peut-être donc plus se rapprocher des conseils municipaux, oui. Conseils communaux de prévention de la délinquance, conseils sécurité de par prévention. Exemple, voilà. C'est ça l'instance. Assez souvent, les bailleurs y sont. Ils y sont en général, oui. Mais ils y sont pour leurs questions. Enfin, moi, je pense que là, il y a plus à faire. Il faut qu'ils élargissent sur d'autres domaines. C'est en fait votre message est là. On voit bien que dès qu'on a une idée, il faut un budget. Et dès qu'on parle de budget, on préfère replier l'idée. Vous voyez, dans les transports, vous dites qu'il y a eu ce travail de fait auprès
même de formation auprès des conducteurs, etc. La vraie question des transports dans certains quartiers, dans beaucoup de quartiers, c'est qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'ils ne passent pas assez souvent, et là ça dépasse les capacités du transporteur. On pourrait peut-être dire la même chose sur la question du logement, il va y avoir des obstacles. Oui, il y en a probablement, mais auxquels ils ne peuvent pas répondre, même si la politique de la ville ne les suit pas, je ne sais pas. Une différence entre les deux secteurs, c'est la question de les transporteurs. Je ne sais pas, la régie des transports marseillaise, ou moi qui suis à Lyon, s'il y a une journée de grève de transport, si vous voulez, il y a une capacité d'obstruction très forte. Enfin, ça bloque le fonctionnement social général. Dans le parc HLM, c'est quand même les plus pauvres d'entre nous qui y habitent. Et leur capacité d'obstruction, s'il n'y a pas, vous voyez, je dis ça, vous voyez, pour toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà pourquoi aussi c'est des secteurs qui avancent peu. C'est que c'est des secteurs qui ont peu de puissance sociale, qui ont peu de puissance politique, qui n'ont pas beaucoup de capacité d'obstruction. Donc pour attirer l'attention des politiques publiques, donc des financements, de la qualification, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que le boulot, c'est de dire si c'est légitime, s'il faut le faire, et c'est pas qu'au bailleur à payer, je pense. Oui. Mais à mon avis, pas de politique de prévention et de sécurité dans le parc, dans les quartiers, si les bailleurs ne sont pas vraiment partie prenante au premier rang, et pas simplement en donnant des chantiers éducatifs. Ça ne se fera pas sans eux. Non, ouais, parce d'abord, je pense que c'est eux qui ont la meilleure connaissance du public. Oui, c'est très probable. Encore une question, Gilbert Berlioz, sur la qualité du mobilier urbain. Ça a été très souvent évoqué par les collectivités. Si on met du mobilier de belle qualité, on a le sentiment que les habitants le respectent mieux. C'est votre avis aussi? Ou c'est une... Oui, et je veux dire... je ne sais pas, l'ascenseur évidemment qui ne marche pas, ou la cage d'escalier qui n'est pas correcte, la boîte aux lettres défoncée, qu'on ne répare pas. C'est un élément très important, ça aussi, en termes de... Après, moi, j'ai de lien avec les troubles. Un peu comme tout le monde, de se dire, bon, ben voilà, si c'est solide, ça cassera moins que si ça ne l'est pas. Après, le respect des choses belles... Oui, encore que le beau est une notion extrêmement subjective. Pas si sûr que ça. Je crois qu'il y a des expériences qui ont été tentées dans plusieurs villes. Oui, non, mais alors... donc d'améliorer la qualité du mobilier ça, c'est vrai. Pour la... Moi, je trouve que ça, c'est une des avancées quand même. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui et on accepte de mettre du mobilier de qualité, des constructions de qualité dans des quartiers où auparavant, le fameux HLM, ça fait social, la peinture verte, etc. Vite construit, oui. Donc aujourd'hui, là, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite là-dessus. Et donc, ça contribue en effet à ça. Non, le moteur... Parce que ce que vous dites, c'est qu'en effet, un mobilier qui n'est pas de bonne qualité, ou des vitres qui ne sont pas remplacées, ou des voitures brûlées qui ne sont pas dégagées, ça envoie un signal de relégation et d'abandon. Et ça, sur le sentiment d'insécurité, c'est très fort. Donc moi, je trouve qu'il faut apporter beaucoup d'attention aux petits problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut apporter peu d'attention aux grands problèmes, mais vous voyez, c'est pas indexé. Et le fait, par exemple... Réparer, nettoyer, c'est très coûteux. Oui, mais c'est très coûteux, mais c'est absolument... je ne vois pas comment on peut faire autrement. On ne progressera pas. Mais Michel Rocard avait dit ça, donc 89, quand le ministère de la Ville était un ministère régalien, enfin le troisième ministère dans l'ordre protocolaire, avait dit, tant qu'on ne sera pas capable de résoudre des problèmes de boîte aux lettres, on ne sera pas capable de résoudre le reste. Chacun fait le constat qu'il veut 35 ans après. Et je pense qu'en effet, c'est un excellent indicateur de réparer les boîtes aux lettres, donc d'avoir du mobilier qui tienne. Et je pense que pour les gens, comme tout un chacun, c'est un message de considération qui est envoyé. Moi, je suis frappé, je tourne dans tous les quartiers d'habitat social de la France et de la Navarre, comme un... Voilà, je tombe beaucoup. C'est à peu près toujours le même paysage, des encombrants partout, des voitures. Vous voyez, je donne un peu, je ne vais pas donner une vision pareille, pas tous les quartiers, pas partout, par toujours. Mais quand même, on sait qu'on rentre. Vous voyez, c'est des signaux qui sont envoyés de... Très négatifs, bien sûr. Oui, c'est ça. Et mais là, vous dépassez les capacités du bailleur social. Oui, enfin. mais là-dessus, alors je sais que c'est une énergie du diable. Chaque fois que je travaille, qu'on arrive là-dessus, les gens disent, mais monsieur, vous croyez qu'on vous a attendu? Comme tout le monde, ils les constatent, ils travaillent dessus comme des fous. Mais on voit bien que la machine à produire des problèmes tourne 3 fois plus vite. Et donc, comment on fait? Il faut se remonter les manches, il faut mettre de l'argent, il faut mettre des moyens. Et il n'y a pas que de l'argent, il faut mettre de la compétence aussi.
Bon, il y a des mesures techniques que les bailleurs connaissent mieux que moi, mais je trouve que la question des encombrants, la question des poubelles est une question la question des rats. Donc voilà, on est en 2022, il y a combien d'endroits. Et ça, c'est lié, vous voyez, ça a partie liée avec la question de l'abandon et de la vulnérabilité. Et donc de la colère qui peut suivre. Et donc le sentiment de vulnérabilité, il est important. Et dans un univers comme ça, on s'autorise plus. Donc pour ça que les gens sont à cran. Pour ça que les gens sont un peu dégoupillés quand ils arrivent. Toute la violence de guichet et la violence au guichet, chez le bailleur, mais chez tout le monde, elle s'explique par tous ces phénomènes-là. Et travailler, quand on est bailleur, c'est d'abord avoir conscience de ça. Bon, on peut en discuter. Moi, ma parole est plus péremptoire que ma pensée. C'est l'exercice qui s'y prête. Mais il faut penser ces questions-là. Et à mon avis, il faut travailler avec rigueur. Demander moins, exiger plus. Vous voyez, se dire, bon, dans tel parc, sur l'année 2022, on va travailler sur, je ne sais pas quoi, les encombrants, les boîtes aux lettres, et comment on peut associer les gens. Il y a ça aussi. Il ne s'agit pas de réparer, il s'agit de réparer avec les gens, enfin que les gens soient partie prenante. Donc, c'est pour dire qu'il se fait des choses. Moi, je suis un militant, c'est peut-être un peu une faiblesse d'être militant là-dedans, mais de la présence humaine, parce que la tendance naturelle aujourd'hui sur ces questions-là, c'est de mécaniser. C'est de la supprimer, justement, oui. Voilà. Donc, on a mis de la vidéo, le digicode, maintenant on va mettre des drones, on va mettre, vous voyez, donc le panopticon, le système de surveillance générale, il se technicise de plus en plus. Ce qui sécurise les gens, c'est d'avoir un gardien à qui parler. J'ai une autre question. On a reçu ici à Parole Libre beaucoup de professions liées de près ou de loin, souvent de près, avec la question du logement, et singulièrement du logement social, des architectes, des concepteurs, bien sûr du personnel politique aussi. Est-ce que pour vous, le sociologue, il faudrait davantage travailler aussi la relation entre les habitants? Et est-ce que, puisqu'on s'adresse ici aux acteurs du logement social, encourager justement des logements différents? Vous disiez ce jeune qui vous dit « moi j'attends que mon père soit couché parce qu'il va me taper dessus », ou enfin bon, des situations très très fréquentes, hein, où je ne sais pas, donner davantage, ils le font, mais peut-être encore plus ménager des espaces pour ces jeunes-là, enfin essayer peut-être en termes de logement purement et simplement d'aller apaiser comme ça les tensions. Là, je parle aux sociologues. Oui, alors là-dessus, j'ai pas beaucoup moi, mon idée, intuitivement, peut-être, je ne sais pas ce que vous observez. Ça dépend ce qu'on a. Pour moi, le logement, c'est pas que l'appartement, par exemple. Donc je me dis, pour régler ces questions-là du vivre ensemble, c'est l'appartement, c'est la montée, c'est les abords. Donc, vous voyez, parce que finalement, l'appartement, c'est qu'une... oui, comme vous l'avez très bien dit, oui, c'est parfois... Et à mon avis, déjà d'avoir une vision beaucoup plus large de ça, et de dire ma responsabilité ne s'arrête pas là où mon patrimoine s'arrête, mais il y a une zone autour, c'est là où les gens circulent. Vous voyez, d'avoir des conceptions comme ça. Et je pense qu'on sort là maintenant de les Minguettes 81, 2022, donc ça fait 40 ans, où on se dit, oui, 40 ans, c'est une vie, vous voyez, d'homme, quoi. Et on n'a pas progressé là-dessus. Et ces quartiers, quand même, plus ça va, moins on a envie d'y aller. Et ça a à voir avec les questions de sécurité. Plus ce sera relégué, plus les gens à l'intérieur ont le sentiment d'être abandonnés, plus on aura ces phénomènes-là. Et encore une fois, les gens, c'est une population pauvre, précaire, vulnérable. Vous voyez, c'est pas les gens, c'est des gens particulièrement... Il y a un tri social qui se fait pour le logement. Et à mon avis, d'avoir une politique de peuplement qui soit plus ouverte, mais on voit bien à quel point c'est difficile. La loi SRU a un mal de chien à s'imposer. Enfin, on a beaucoup de mal à progresser là-dessus. Parce que ce qu'on voit, alors les sociologues le disent bien, en même temps qu'il y a des ghettos de pauvres, il y a des ghettos de riches. Donc en fait, on va vers une société à l'américaine avec les gated communities, là, les communautés fermées. Et en fait, chacun... C'est ça qu'on est en train de faire à Bas Bruit. Oui. À Bas Bruit, c'est ça qui se passe. Les ghettos ne sont pas que chez les pauvres. Ben non, s'il y a des ghettos de pauvres, ça veut dire, et que dans ce moment-là, les ghettos de riches, ça va pour eux, hein, comme dit Bourdieu. Vous voyez, quand on dit ça va, dans la société, le sous-titre, c'est le sous-texte, c'est ça va pour moi, dans cette société-là. Et il y a des gens dans la société actuelle pour qui ça va. Il y en a pour qui ça va pas. Mais c'est lié.
Et à mon avis, la question du logement social, on voit bien qu'elle touche à une question plus large. Donc on va regarder ce qui concerne les bailleurs. Moi, je pense que cette question, elle doit être mutualisée. C'est-à-dire que la question du logement social, de la même manière, ce n'est pas qu'une question de bailleurs sociaux, c'est une question de société. Et je pense que dans les questions dans les politiques publiques de prévention et de sécurité, la place qu'il aurait fait n'est pas à la hauteur du poids qu'elle représente. Voilà. Vous voyez, en termes budgétaires et en termes même conceptuels. Il n'y a que les bailleurs, d'une certaine manière, qui partent du logement social. Et c'est pas normal. Or, ça concerne toute la société. Bien sûr. Vous nous l'avez démontré, oui, bien sûr. Alors, une note d'optimisme, Gilbert Berlioz, c'est la toute dernière question. Oui, on arrive à la fin. Non, je trouve que, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Il ne faut pas se voiler la face. La vie dans les quartiers, sur le plan de la sécurité, du sentiment d'insécurité, de l'insécurité réelle, elle n'est pas heureuse, quoi. Elle est difficile. Les points de deal qui sont là, enfin moi je connais et je ne suis pas le seul à connaître des quartiers où ça fait 20 ans, 30 ans que ça deal en permanence, et c'est pas tellement le deal. C'est tous les... Voilà. Oui, alors ça, on n'en a pas parlé. Oui, c'est pour ça que je l'évoque. Mais tout à fait. Ça développe aussi des commerces, ça fait vivre aussi tout le monde. Bien sûr. Oui, il y a eu 3 temps. Le business est arrivé dans les années 80, un petit business de proximité avec des gens entrepreneurs qui ont fait leur petit business dans leur coin. Et puis, deuxième temps, le business a pris de l'ampleur parce qu'il y a de la consommation, parce que ça s'est organisé. Et donc et parce que l'argent rentre. L'argent rentre, donc le quartier a fait avec le business. Donc vous voyez, et troisième temps où on est aujourd'hui, c'est le business qui fait le quartier. À Marseille, on en est là. C'est-à-dire que le quartier se structure autour du business, ça amène de l'argent. Moi je vois les fêtes de quartier, là, on arrive en fin d'année. Vous avez les dealers qui donnent... Enfin, je ne veux pas donner une vision trop, mais je vous assure que c'est la vérité, et je le dis, voilà. Qui contribuent en disant c'est pour les petits. Je connais une ville où les dealers avaient construit des piscines, avaient aménagé des piscines l'été pour que les jeunes puissent se baigner quand il faisait trop chaud. Et pas une petite ville, et pas dans une région dépourvue. Je ne veux pas la citer, mais ceux qui l'habitent se reconnaîtront. C'est pour dire que on en est là aujourd'hui. Donc les bailleurs font, à mon avis, font plus qu'ils faisaient. C'est un sport d'équipe. C'est-à-dire que, affaire de tous, pour progresser, qu'est-ce qui fait mieux qu'un bailleur? C'est un bailleur plus une collectivité locale, plus un acteur social, l'éducation nationale, etc. Un sport d'équipe, on retient cette dernière formule. Merci infiniment, Gilbert Berlioz. C'est moi qui vous remercie. On peut renvoyer à vos travaux nombreux, hein. Nous avons fait référence à plusieurs reprises. Merci encore. Merci. Et bien bonsoir à tous pour cette nouvelle édition de Parole Libre. On se retrouve très bientôt.